François Davio, bonjour. Bonjour Catherine. On est à quelques jours de l'immersion de D10, la première hydrolienne qui va être installée dans le Fromveur entre l'île de Molène et Ouessant. J'imagine que c'est pas mal d'émotions. C'est émotion, un peu de tension, un peu d'appréhension par rapport à ce projet. C'est un projet qui a été initié il y a 15 ans, donc on peut imaginer que cette étape qui est cruciale, bien évidemment, pour la suite du développement de cette petite entreprise et de cette technologie et de cette solution énergétique, oui, c'est majeur. Alors on parlera justement de ce parcours du combattant pour en arriver là, mais déjà présentez-nous D10 qui est la première de la ferme hydrolienne qui sera installée donc dans le Fromveur. C'est énorme, non? Alors, ça peut paraître grand, c'est une petite machine, c'est une machine à l'échelle 1, il est vrai, mais c'est une petite machine par rapport aux générations sur lesquelles nous sommes déjà en train de travailler, qui seront effectivement beaucoup plus grandes. Alors une hydrolienne en 2 mots déjà. Donc une hydrolienne, c'est comme une éolienne, si ce n'est qu'on a changé de fluide, on est passé de l'air à l'eau et on exploite la cinétique, donc les courants, la vitesse d'un fluide. Donc ici, c'est les courants marins, les courants de marée. Donc cette machine fait 17 mètres de hauteur, donc un immeuble de 5 étages. Elle est capable de produire jusqu'à 1 MW de puissance par grand coefficient de marée. Et puis elle va être immergée effectivement donc dans le Fromveur par 55 mètres d'eau. Il fait nuit noire au fond et on y rencontre des courants d'environ 4 mètres secondes. Elle viendra fournir de l'énergie aux Ouessantins à quel horizon ? Alors ce sera très certainement, enfin quand je dis très certainement, j'en suis sûr, quasiment aujourd'hui, enfin il faut qu'elle soit encore raccordée, mais ce sera la première machine raccordée à un réseau électrique en France. Et elle sera raccordée durant l'été, elle va être immergée donc, dans quelques jours ici, fin juin, météo aidant. Et puis elle va produire immédiatement, mais on va d'abord produire sur des batteries, des bancs de décharge, et puis durant l'été, juillet très certainement, elle va être raccordée au réseau Ouessantin et produire pour les Ouessantins. Pour combien de personnes alors? Ouais, c'est ça, elle doit à peu près satisfaire entre 10 et 15% du besoin de l'île. 10-15% des besoins de l'île, c'est-à-dire on a 900 personnes je crois tout au long de l'année. Combien l'été? L'été, ça peut monter jusqu'à 3 ou 4 000 personnes. Bon, par contre, on est en Bretagne ici, donc il n'y a pas beaucoup de clim. Voilà. Donc les grosses consommations, c'est l'hiver, les vacances d'hiver principalement. Alors le pari fou de cette hydrolienne, c'est d'être immergé dans un parc marin, puisqu'on est dans le parc marin de la mer d'Iroise. Tous les acteurs sont autour de la table pour ensemble regarder comment ils vont gérer durablement cet espace. Ça a été compliqué d'envisager de mettre une hydrolienne dans un parc marin ? Non, je pense pas. Les parcs marins aujourd'hui ne cherchent pas à sanctuariser des zones. On cherche là encore à faire du développement durable, mais intelligent et de haute qualité environnementale. Et je pense que c'est le cas de ce projet. Donc on travaille effectivement en étroite collaboration avec le parc marin d'Iroise. On a un protocole de suivi environnemental avec eux. Donc cette machine embarque un certain nombre de capteurs pour apprécier. Je ne vous cache pas, vous savez qu'il y a une colonie de phoques à Molène par exemple, et que bien évidemment le parc marin en tant que conservateur regarde de très près ce qui peut se passer et souhaite comprendre quel peut être le comportement de ces espèces au droit de cette machine. Donc il y a effectivement un certain nombre de capteurs, d'hydrophones qui vont permettre de voir un petit peu, des caméras aussi embarquées, qui vont permettre de voir un petit peu quel est le comportement de ces animaux au droit de cette machine. C'est un engin qui est fabriqué par des entreprises françaises aussi. Complètement, oui. Totalement notamment française. du nautisme, c'est ça qui est assez étonnant. Alors, ouais, vous avez une partie métallique et puis une partie en carbone, en fibre de carbone, voilà. Et le parallèle ici industriel. Tout ce qui est en bleu, je crois, est en matériaux composites, carbone, fibre de verre. C'est ça, exactement. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que les pales de ce rotor d'hydrolienne reçoivent des chargements hydrodynamiques un peu à l'équivalent des safrans que vous connaissez bien, des IMOCA qui gagnent le Vendée Globe par exemple. Et structurellement, il n'y avait pas de matière à construire ces pales différemment que ces safrans. Donc on est allé chercher naturellement les entreprises qui sont capables de faire ça, et en l'occurrence c'est pas très loin d'ici, c'est des cas technologies à Fouesnant à réaliser ce rotor. Alors en termes d'impact sur le milieu, on évoque toujours à propos des hydroliennes comme pour les éoliennes la problématique de, on se demande si c'est pas des hachoirs à poissons, des machines à sushi. Des machines à sushi. Non, pas du tout, pas du tout. Donc on a déjà expérimenté à travers des 03, je pense que tout le monde a vu ces images, cette petite hydrolienne qui était une hydrolienne pilote qui a tourné pendant 1 an dans l'Odet, qui tourne effectivement sur des machines qui tournent très lentement, c'est de l'ordre de 10 tours minutes, donc il n'y a absolument pas d'accidentologie à la faune. Et pas de bruit non plus? Alors ça se fait partie des... Alors,
on regarde avec l'Ifremer principalement, qui sont des spécialistes en acoustique sous-marine, quelle peut être l'émergence acoustique de ces machines. On avait vérifié auprès du rang des 03, donc qu'il y avait très très peu d'émergence acoustique. On va le revérifier ici dans le Franver. Il faut comprendre aussi que ces sites de grand courant sont des sites très bruyants par essence, hein, parce que le courant génère des turbulences et donc génère un bruit de fond, semble-t-il, déjà très important. Donc on va simplement vérifier que cette hydrolienne n'induit pas effectivement d'acoustique supplémentaire qui pourrait effectivement gêner la faune. Jean-François Davio, il a fallu 15 ans pour en arriver là. On espère qu'il ne faudra pas à nouveau 15 ans pour que ce modèle soit reproductible. D'autres innovations. Non, celui-là existe. Donc, Quels ont été les freins et quels seraient les facteurs de succès pour accélérer finalement le déploiement des hydroliennes en mer? Alors, des hydroliennes en mer ou de l'innovation énergétique d'une manière générale pour répondre aux enjeux climatiques. Voilà. J'ai envie de vous dire, l'innovation procède principalement des PME, des petites structures qui sont réactives, qui sont à l'écoute des marchés. Et en général, ce sont des structures qui sont fragiles et qui nécessitent de l'appui sur des financements. Alors, les pouvoirs publics, en général, ils travaillent pour aider justement à l'émergence de ces technologies. Ce sont les politiques de transition énergétique, en l'occurrence. Par contre, on a rencontré, pour le cas d'espèces de Sabella, on a rencontré quelques difficultés à mobiliser la place financière autour d'une thématique mal appréciée des Français, la mer, d'une manière générale, et encore plus de la planète financière qui est un peu frileuse. Voilà, donc on a mis quelques années à arriver à consolider les fonds propres de l'entreprise pour réaliser ce projet. En 15 ans, est-ce que le regard sur les énergies marines a changé? Parce qu'on a un peu l'impression que c'est marginal, que ça ne va pas forcément répondre aux enjeux de la transition énergétique. Est-ce que les énergies marines, selon vous, qui est au cœur du sujet, sont une réponse vraiment très pertinente aux enjeux climatiques? Encore une fois, on est dans la transition énergétique passera par des mix énergétiques diversifiés et les énergies marines en font partie. Alors l'hydrolien est certainement une niche de marché, donc c'est pas l'éolien ou c'est pas le solaire, clairement. Au demeurant, ça présente d'autres avantages. On est face à une énergie ici qui est totalement prédictible, ce qui est quand même un atout tout à fait signifiant pour un régulateur de réseau, par exemple. Donc je pense, oui, que l'hydrolien aujourd'hui est sur des technologies qui sont matures et on est face maintenant à l'industrialisation et à la commercialisation de ces machines, donc des problématiques de décroissance des coûts, mais qui vont venir avec des effets de série, bien évidemment. Mais encore une fois, ces énergies ou ces technologies innovantes, effectivement, doivent être aidées et doivent être financées. C'est un peu ça la problématique que les porteurs de ces projets rencontrent. Alors, elles sont pertinentes, ces hydroliennes, dans des coins où il y a forcément donc du courant. J'imagine et notamment pour fournir du mix énergétique à des îles, à des coins reculés, etc. On pense la France qui dispose d'un large territoire maritime en Outre-mer. Je pense que c'est un développement qui peut être aussi pertinent, non? Complètement. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, vous évoquez les îles, tout ce qui est réseau non interconnecté, donc les réseaux autonomes, qu'ils soient insulaires ou dans des sites éloignés, dans des régions reculées. En général, la production électrique se fait à travers du fossile, donc des groupes électrogènes et du fioul qu'il faut transporter. Donc on est face à des coûts de production énergétique qui sont très très élevés, de l'ordre d'entre 4 et 10 fois ceux que l'on peut rencontrer sur un continent qui lui dispose déjà d'un mix énergétique à travers plein de solutions, souvent fossiles d'ailleurs. Et donc effectivement, des technologies dont l'industrialisation est au tout début, donc ne bénéficiant pas d'effets de série et confrontés à des problèmes de compétitivité. Donc ces niches de marché sur les îles et sur ces réseaux autonomes sont effectivement le lieu et la destination immédiate de ces technologies, et l'ouverture du marché se fera là, effectivement. Jean-François Davio, une dernière question. Qu'est-ce que vous attendez de la COP21 ? Alors, la COP21, c'est un grand show, j'ai envie de dire, donné au monde entier face à ces défis et aux enjeux qui sont derrière. Et par rapport à l'hydrolien, pour cette question, eh bien, c'est effectivement que l'essor de ces technologies soit le plus rapide possible, bien sûr. On peut imaginer des grands appels d'offres, comme on voit dans l'éolien offshore aujourd'hui, pour l'hydrolien, à un horizon le plus proche possible. On peut imaginer qu'il y a des étapes de validation au niveau acceptation environnementale, acceptation sociale, qui viendront effectivement permettre à ces technos d'émerger. Et encore une fois, à un horizon de 5 à 10 ans, je pense qu'on verra des parcs hydroliens en mer produire. Merci, puis bon vent pour l'immersion. Bon courant. Bon courant.